L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Infoprocréation. Infoprocréation a été fondée pour informer et accompagner les personnes infertiles et les membres de la communauté LGBTQ qui ont besoin d'avoir recours à la gestation pour autrui, c'est-à-dire d'avoir recours à une femme porteuse. Dans le fond, quand une personne souhaite avoir recours à la gestation pour autrui, Infoprocréation est là pour vous donner tous les outils, les ressources et l'information que vous avez besoin pour votre projet, que vous souhaitiez comprendre les lois encadrant le processus, que vous soyez à la recherche d'une femme porteuse ou que vous soyez à une toute autre étape dans votre démarche. Infoprocréation vous propose des séances d'information sur tout ce que vous devez savoir sur les aspects médicaux, légaux, psychologiques et financiers. Infoprocréation vous donne aussi l'occasion de rencontrer des personnes qui ont terminé un parcours de gestation pour autrui lors des événements qui s'appellent Récits de procréation. Les récits de procréation, c'est des rencontres virtuelles en petits groupes et c'est gratuit. Vous pouvez échanger aussi avec des parents d'intention ou des femmes porteuses. D'ailleurs, le prochain récit de procréation, dans le prochain récit de procréation, on retrouve un couple homosexuel qui vient tout juste d'accueillir leur bébé, qui va vous raconter leur histoire de gestation pour autrui. La séance sera le 22 novembre prochain, entre 19h30 et 20h30, et vous pouvez vous inscrire en visitant le info-procréation.ca. Infoprocréation, votre boussole en procréation assistée. Allô! Je vais dire bon matin parce qu'au moment où on enregistre, on est le matin. Oui. Très tôt, je me suis levée à 5 heures ce matin. De Gatineau. Pour bien, tu sais, pour être cute, là, la caméra, puis venir enregistrer ici à Montréal. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, Ouais, pas ça trop va. fatiguée? Ben oui. Oui. Puis, je sais pas, on dirait que j'avais peur de pas entendre mon cadran. À 4h15, j'étais réveillée. J'ai réussi à, retomber endormie ou somnoler, devrais-je dire. Mais oui, je suis fatiguée. Puis, on en reparlera plus tard dans l'épisode, mais je suis présentement en arrêt de travail pour épuisement à cause de l'infertilité. Et on s'en reparlera, comme j'ai dit. Mais c'est ça. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, Anne-Marie et moi, on s'est... Parce que je veux dire, là, c'est la première fois qu'on se revoit depuis un mois, mais on se parle souvent, là. Fait que dans nos dernières conversations, on s'est dit que il faut revenir sur certains aspects qu'on a abordés pendant nos épisodes précédents qu'on a enregistrés. Et parce qu'il y a des choses qu'on a dites dans nos derniers épisodes qu'on n'était pas certaines de l'information qu'on donnait. Et par souci de rigueur, parce que nous sommes des femmes rigoureuses, c'est-tu le bon terme que j'ai? C'est le bon terme. Parfait, merci. J'avais comme un petit doute. Nous sommes des femmes rigoureuses et qu'on veut pas vous mettre... qu'on veut bien vous informer. On fait nos devoirs et on veut revenir avec la bonne information. C'est peut-être un nouveau segment, en fait, qu'on aimerait instaurer, genre on y revient ou fallait y revenir, quelque chose de même, mais... Si vous avez des idées de noms de segments, Bonne idée. partagez-les. Oui, partagez-les. Venez nous écrire sur Facebook, Instagram, par courriel. C'est pas les moyens de communication qui manquent avec nous. Donc, voilà. Donc, c'est un segment à retravailler et on commence aujourd'hui avec ça. Donc, de mon côté, c'est pas nécessairement de l'information, genre des données sur lesquelles je voulais revenir, mais c'était plutôt que de préciser que ce qu'on raconte, Anne-Marie et moi, dans le podcast, c'est basé sur nos histoires personnelles à nous, notre vécu. Et on est très consciente que c'est pas parce que nous, on a vécu ça de telle ou telle façon ou qu'on a vécu telle ou telle émotion qu'on en fait une généralité. On est très consciente que chaque individu est unique, chaque individu va vivre son infertilité d'une façon différente, à des degrés différents, à une intensité différente. Donc voilà. Donc, oui, c'est ça. Je veux donner l'exemple des tests de trompe de Fallope et du curetage. Parce que moi, Élodie Roy,
personnellement, le curetage, pas le curetage, Ta ponction. la ponction, excusez. Quand je fais des lapsus, il faut me le dire, gang. Hein? Elle s'est réveillée à 4 heures, hein, tout le monde? La ponction des ovules, j'ai dit que pour moi, c'était la pire douleur physique que j'ai jamais vécue, jamais sentie de ma vie. Mais je ne suis pas dans la... Je suis pas dans la norme, je vais dire, j'haïs ça, dire qu'il y a des choses normales et des choses pas normales, mais la grande majorité des femmes vont dire que la ponction est moins souffrante que le test de trompe de Fallope. Puis moi, dans les deux cas, c'était dégueulasse. Genre, le test de trompe de Fallope, a fallu que je le refasse une deuxième fois à Montréal, à l'hôpital, sous sédation, sous anesthésie, genre parce que à frette, ça n'avait pas fonctionné parce que j'étais trop en douleur. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que moi, je dis que la ponction, ça a été catastrophique de mon côté que ça va l'être pour toi aussi, là. OK? Je fais juste dire que ça se peut. Puis, il faut pas nécessairement s'alarmer ou capoter ou paniquer avec tout ce qu'on va vous partager ici. Oui, autre chose que je trouvais importante de préciser, c'est que si on raconte, exemple, des choses qu'on a vécues avec des membres de notre entourage, personnellement, je vais essayer de ne pas identifier personne. Tu sais, je vais pas dire, tu sais, ça concerne qui dans mon entourage, mais il faut pas essayer de dire « Oh mon Dieu, c'est-tu de moi qu'elle parle? » ou « Oh mon Dieu, moi, j'ai fait ça avec telle personne aussi de mon entourage. J'ai agi comme ça avec un infertile de mon entourage. » Le but, ce n'est pas de vous culpabiliser, mais plutôt d'essayer de vous faire comprendre et d'expliquer comment nous, les infertiles, on peut se sentir dans une telle situation ou suite à un tel commentaire ou... T'sais? Fait que c'est vraiment juste encore là dans le but d'éduquer et non de vous faire sentir coupable. Fait que c'était important pour moi de faire ce petit point-là parce que on n'est vraiment pas ici pour culpabiliser qui que ce soit en aucun sens, mais on veut vraiment plutôt aider et éduquer, informer les gens. Alors voilà. Mais j'aimerais rajouter aussi, elle a dit que tu as mentionné nos histoires personnelles, faut pas que les gens les prennent personnelles, mais c'est pour ça qu'on va avoir des témoignages d'autres personnes qui ont vécu l'infertilité, mais aussi des spécialistes qui vont parler d'un point de vue spécialiste là, de c'est quoi l'infertilité. Donc, faut pas prendre nos histoires comme un cas général. Je vais juste rajouter à ça. Très bien dit. Donc là, c'est à moi de parler Vas-y. Moi, j'en ai quand même beaucoup à dire. Premièrement, pour la rigueur, tu le sais, Elodie, pour moi, c'est super important d'être rigoureuse. Tu le sais aussi que la première fois qu'on a enregistré, c'était la première fois que j'étais live en radio avec un micro. Donc, c'est tout un processus que je connaissais pas. Puis, en réécoutant l'épisode, j'ai remarqué qu'à un moment donné, je parlais de quelque chose, puis je parlais comme si j'étais sûre que c'était ça, mais alors que j'étais sûre d'avoir dit « je pense que c'est ça ». J'ai fait des recherches parce que c'est super important pour moi de dire les vraies informations. Et donc, il y a un sujet en particulier qui était Dr Genet. Qu'est-ce que Dr Genet fait? Et j'ai dit la dernière fois que je savais c'était quoi, mais pourtant, je le savais. J'étais pas sûre c'était quoi, puis j'ai comme omis de dire « je pense que c'est ça ». Bref, fait que j'ai fait mes devoirs, tout le monde. Et j'aimerais juste revenir là-dessus. C'est quoi? Qu'est-ce que Dr Genet fait? Donc, c'est encore un peu flou parce que c'est l'immunologie, puis c'est quand même... C'est très spécialisé. Mais en gros, j'ai trouvé... Ben en fait, c'est toi qui l'as trouvé, là. C'est un petit... En fait, c'est mon chum. Bon, c'est ton chum qui a trouvé. C'est mon chum qui a trouvé l'entrevue. Il me l'a envoyé, je te l'ai envoyé. Ben voilà. Fait que elle a passé un balado, dans le fond, une entrevue qu'on peut trouver sur YouTube où est-ce qu'elle explique c'est quoi. Donc, je me suis basée là-dessus puis moi, je vais vous expliquer, dans le fond, qu'est-ce que c'est. Dans le fond, la première chose à savoir que quand on s'en va voir Dr Genet, c'est souvent parce qu'on a fait plusieurs tests. Tous les tests sont rendus négatifs. A priori, il n'y a aucun problème de fertilité. C'est les femmes qui vont voir Dr Genet. Donc, c'est tout le temps des fertilités inexpliquées, fausses couches à répétition ou juste des échecs carrément, ça ne fonctionne pas. Puis, les femmes vont là. Puis, qu'est-ce que Dr Genet fait? En fait, ce qu'elle a expliqué, c'est que déjà, tomber enceinte, là, c'est comme un peu un miracle. Ah, c'est un miracle, oui. C'est ça, parce que c'est parce que le système immunitaire existe pour, entre autres, répulser tout ce que le corps ne reconnaît pas. Imagine. Un embryon, 50% de l'embryon n'appartient pas au corps de la femme. Donc, le fait que l'utérus l'accepte, donc le système immunitaire, c'est quand même... un exploit. C'est ça, c'est un exploit. Selon la théorie, parce que ça reste tout sur la théorie, parce que la science n'est pas assez avancée pour pouvoir s'assurer que c'est vraiment ça qui se passe,
mais selon les hypothèses, là, on penserait que peut-être que ces femmes qui sont fertilité inexpliquée, ça serait peut-être un problème dans ce système immunitaire-là qui, finalement, joue le rôle d'accepter l'embryon. Parce que quand on est enceinte, quand on tombe enceinte, le système immunitaire, ce qu'il fait, c'est qu'il est sollicité pour aider à l'implantation de l'embryon, à reconnaître l'embryon, mais aussi à dire à tout le reste du système immunitaire, c'est correct, comme venez pas attaquer l'embryon, il va être accepté. Donc là, Dr. Genet, ce qu'elle disait, c'est qu'on soupçonne que c'est peut-être un problème du système immunitaire quand c'est une infertilité inexpliquée. Et donc, son traitement à elle, c'est, puis là, je vais lire le terme, c'est d'injecter des immunoglobulines intraveineuses. Immunoglobulines. Oui, immunoglobulines, merci, je dis toujours immunoglobulines. Immunoglobulines intraveineuses. Donc, dans le fond, ça provient, je vais le lire là parce que c'est difficile à retenir, c'est une solution stérile, transparente, qui provient du plasma sanguin. Dans le fond, c'est la partie liquide du sang. Ils vont le prendre, puis ils vont faire un composé avec, il va y avoir où est-ce qu'il y a des anticorps. Donc, c'est pas, de ma compréhension, c'est pas du sang là, qu'on rentre, c'est vraiment juste cette solution-là qui est transparente. Et on va l'administrer chez les patientes. Ça serait environ 4 heures de séance à la fois dans une clinique. Donc, je sais pas si c'est 4 heures d'intraveineuse ou 4 heures au complet à la clinique. Ça se pourrait parce que je sais que l'immunoglobuline peut être un des traitements qu'on offre en oncologie, par exemple. Des traitements d'oncologie, c'est très long. C'est ça. Donc, j'ai envie de dire, moi non plus, je le sais pas, là, mais j'ai envie de dire que ça se pourrait que ça soit un intraveineux pendant 4 heures de temps. Oui, mais en fait, l'immunoglobuline intraveineuse, c'est donné pour booster le système immunitaire dans d'autres cas. Tu sais, comme ici, on a... j'ai une liste de raisons, mais c'est des maladies ou des infections. Donc, la fertilité, c'est pas encore, de ma compréhension, et je souligne ça, c'est pas encore prouvé que ça fonctionne réellement, mais c'est plus basé sur les résultats de la clinique, parce qu'elle est à l'Hôpital général de Montréal. Ils ont eu plusieurs succès de femmes qui sont tombées enceintes après ce traitement-là. Voilà, donc en gros, c'est ça. Je voulais revenir là-dessus, je tenais à revenir là-dessus. C'est ça ce qu'on fait avec Dr. Genet. Après ça, on a d'autres choses qu'on a dit, puis qu'on a dit qu'on reviendrait dessus. Moi, j'avais parlé personnellement de mes hormones, parce que ça fait 1 an que je suis excessivement fatiguée. J'ai consulté avec ma médecin de famille qui m'a fait un bilan de santé. Puis elle avait vu dans mon sang que mes hormones étaient très élevées. Puis, comme je lui avais dit que j'étais fatiguée depuis environ ma dernière ponction, qui est en octobre dernier, fait que ça fait un peu plus qu'1 an, on s'est demandé toutes les deux est-ce qu'il y a un lien avec ça. Mes hormones étaient très élevées. Elle m'a dit ça se peut que ça soit ça, va voir ton médecin de fertilité. Je suis allée voir mon médecin à la clinique McGill, qui m'a dit que non, c'est pas ça. Fait que dans le fond, quand la prise de sang a été faite, j'étais en ovulation. Puis moi, j'ai pas d'utérus, fait que je peux pas le savoir. J'ai pas de règles, donc je peux pas vraiment... Il faut que je le traque physiquement. Puis donc, c'est ça. Elle m'a dit que par contre, que oui, mes hormones, donc c'est LH et j'ai oublié de les prendre en note, je les oublie tout le temps, là, mais les hormones d'ovulation sont plus élevées que la normale de ce qu'il m'a expliqué. Mais ça, c'est toutes mes ovulations. Fait que oui, en effet, mes hormones étaient plus élevées, mais elles n'étaient pas élevées au point d'expliquer ma fatigue chronique. Par contre, ce qu'il m'a dit autre chose, il m'a dit, tu sais, à partir de 40 ans, parce que moi, j'ai 41 ans, à partir de 40 ans, certaines femmes qui ont encore leur cycle menstruel vont ressentir les symptômes prémenstruels plus forts que d'autres, dont la fatigue, ballonnement de l'abdomen, gonflement des seins. Fait que moi, j'ai regardé, j'ai dit, donc vous êtes en train de me dire que je suis fatiguée parce que je suis vieille? Donc, en gros, blague à part, c'est un peu une explication. Par contre, parce que là, ça va mieux. Je sais pas ce que ça va mieux, mais ça va mieux. Mais j'avais quand même une fatigue chronique. Donc, c'était pas juste pendant mes ovulations. Et moi, je soupçonne la charge mentale de la vie. Mais donc, j'irai pas plus là-dessus, là, mais je voulais revenir là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, c'était pas à cause de ma ponction. Anne-Marie va bien. Oui, je vais bien, voilà. Un peu fatiguée, mais je pense qu'on est toutes fatiguées dans la vie. L'autre affaire, miscarriage. Les fausses couches, là. Les fausses couches. Là, je le dis en anglais parce que je savais pas c'était quoi le nom en français. J'ai fait des recherches, j'en ai pas plus trouvé. J'ai trouvé plein de noms en français.
Je sais que toi, quelqu'un t'avait donné un nom, mais... Une fausse couche non spontanée. Là, juste pour parenthèse, là, quand on parle de fausse couche ou de non spontanée ou de miscarriage, on parle ici d'une cessation de grossesse, mais que le bébé ne tombe pas de lui-même, ne se décroche pas. Donc, que le corps pense être encore enceinte. Oui, c'est ça. Et que l'embryon reste accroché. Voilà. Donc, puis là, on va avoir en deuxième épisode... Je peux le nommer? Oui, oui. On va avoir Dr Miron. Fait qu'on va lui demander s'il y a-t-il un terme en français. Parce que moi, j'en ai trouvé plusieurs, mais j'en ai pas trouvé un aussi clair. Tu sais, en anglais, c'est miscarriage, puis il y a quand même un peu de littérature en français. J'en ai pas trouvé tant que ça. Aussi, je voulais revenir sur le fait que les fausses... Moi, je vais l'appeler fausse couche parce que ça fait longtemps que j'appelle comme ça. Mais c'est moins de 3... En fait, c'est environ 3% des grossesses. Fait que c'est pas courant. C'est vraiment pas courant comme phénomène. Donc voilà, on pourra en parler plus longuement avec Dr Miron. Ensuite de ça, j'avais mentionné les remboursements. Moi, je me posais la question si, quand on va dans une clinique de fertilité hors Québec, est-ce que le Québec nous rembourse comme certains autres frais médicaux? Non, juste non. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est clair. Et puis, je pense que, c'est le dernier. Après ça, j'avais amené ça, au moins, je l'avais dit que j'étais pas sûre que c'était vrai. Donc, il y a une espèce de croyance qui pense que les bébés à la naissance ressemblent à leur papa pour une raison évolutive. Donc, comme la femme est enceinte, il n'y a aucun doute que c'est son enfant. Est-ce que le bébé, c'est la même... Est-ce que ce serait une façon pour prouver la paternité du père? J'ai fait des recherches et il n'y a pas beaucoup de littérature, mais j'ai quand même trouvé quelques recherches. En fait, ça serait apparemment un mythe. C'est pas fondé, donc c'est pas prouvé que c'est réellement le cas. Mais non seulement ça, c'est pas non plus prouvé que les bébés ressemblent réellement tous à leur père à la naissance ou pendant 1 an. Puis, en fait, il y a eu une recherche en 1995 par des psychologues de l'Université de Californie aux États-Unis qui a démontré qu'à l'inverse, les gens... En fait, la recherche qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait des photos de bébés et des photos d'hommes et des photos de femmes, puis il fallait que les gens associent à qui... Il fallait qu'ils devinent le bébé était à qui. Puis cette recherche a démontré, en fait, que les gens avaient plus de facilité à associer bébé-papa. Mais il n'y a jamais eu, après ça, d'autres recherches. Il y a d'autres chercheurs qui ont répété cette recherche-là, mais qui ne sont pas du tout venus aux mêmes conclusions, qui sont venus à une conclusion inverse. Donc, soit que bébé ressemblait autant à papa qu'à maman, que bébé ressemblait à maman, que bébé ressemblait à papa. Donc, c'était un peu aléatoire. Il n'y avait pas tant de faits. Fait que, c'est quoi la réponse? J'en ai pas. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai que c'est évolutif? Est-ce que les bébés ressemblent à leur papa pour prouver que le père est génétique? Apparemment qu'on le sait pas. Je le sais pas plus. Ma compréhension, c'est que c'est un mythe. Et c'est la fin du segment. Mais là, c'est assez de parler entre nous deux, Anne-Marie, parce que je nous trouve bien impolie, puisque depuis le tout début, on a une troisième personne devant nous, et pas n'importe qui. Elle est psychologue, notamment spécialisée en infertilité, Madame Marie-Alexia Allard. Bonjour, Marie-Alexia. Bonjour, Élodie. Bonjour, Anne-Marie. Merci énormément d'être ici. Ça nous touche énormément quand les gens, en fait, tu sais, je parle comme si ça faisait 10 ans qu'on roulait notre boss, mais c'est parce que c'est ça, à date, les invités qu'on veut recevoir répondent à l'affirmative et ça nous touche énormément. Je pense que ça nous fait juste nous démontrer encore une fois, encore plus que la pertinence du podcast, c'est ça. Donc, merci. Un gros merci d'être là. C'est dimanche matin pour tout le monde. Oui, merci pour l'invitation. Bien, ça nous fait plaisir. Donc, d'abord, on veut juste préciser aux gens qu'aujourd'hui, avec Marie-Alexia, on va vouloir vraiment s'adresser autant aux infertiles qu'aux non-infertiles parce que quand on tombe dans un parcours de fertilité ou d'infertilité, rapidement, ça serait important de prendre soin de sa santé mentale et de ses émotions, ce que je n'ai pas fait et ce que probablement la grande majorité des infertiles ne font pas dès le départ. Donc, on veut vraiment outiller là, dans un maximum les infertiles, mais aussi aider à comprendre peut-être un peu plus, même si on ne vit pas d'infertilité, comment on peut se sentir, nous, en tant qu'infertile, psychologiquement, essayer
pour que les non-infertiles aient peut-être une meilleure idée de à quel point ça a de l'ampleur dans notre vie, dans notre quotidien. Un quotidien qui peut s'étendre sur des années. Donc voilà. Donc, tout d'abord, parle-nous de toi, Marie-Alexia. C'est quoi ton parcours, ton background? Qu'est-ce que tu fais? Parce que t'es pas juste psychologue, tu fais bien des affaires entourant l'infertilité. Oui, alors mon parcours, donc moi j'ai commencé mes études en France et j'ai commencé à m'intéresser à l'infertilité quand j'étais au niveau maîtrise. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le vécu des hommes et des femmes qui passent par la fécondation in vitro. Donc ça a été ma première plongée dans ce domaine-là. Et puis parallèlement, j'ai fait des stages en maternité. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des couples, des femmes, des hommes qui étaient passés par ces parcours-là. Et ensuite, je suis venue étudier ici au Québec et j'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal. Et puis, dans le doctorat, on a beaucoup de cours, une thèse à faire, mais aussi des stages, internats. Et j'ai fait un internat au Centre des naissances du CHUM. Et là aussi, j'ai refait une plongée dans l'infertilité. J'ai rencontré en fait quelques patients qui étaient passés par des cliniques de fertilité. Et donc, ça m'a vraiment... j'ai eu envie de à nouveau m'intéresser et puis accompagner ces personnes-là. Et puis... le hasard des rencontres, en fait, j'ai commencé à travailler vraiment plus spécifiquement en fertilité, périnatalité, puis aussi, je travaille en petite enfance. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et puis au fil de mon parcours, j'ai rencontré Delphine Maillet, qui est psychologue, avec qui j'ai cofondé la clinique ensemble. Donc on a fondé la clinique avec Delphine parce qu'on avait envie de réunir sous un même toit, on va le dire comme ça, des psychologues qui s'intéressent à la fertilité, à la périnatalité. Donc quand je dis périnatalité, c'est tout ce qui se passe aussi pendant la grossesse, en postpartum. Ça inclut aussi le deuil périnatal. Tout ce qui entoure la parentalité avant, pendant, après. Voilà, exactement. Et donc voilà, maintenant, on est presque entre 15 et 20. Là, je n'ai pas calculé avant de venir. 15 et 20 psychologues? Voilà, alors où on a tout un intérêt, mais ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui travaillent avec des adolescents. Il y a des psychologues qui offrent de la thérapie de couple. Donc, il y a différents services. Donc, on a cet intérêt commun, mais tout motif de consultation est le bienvenu. D'accord. Et vous êtes à Montréal? Et on est à Montréal, dans le quartier Villeray. Et donc aussi, parallèlement, je travaille pour la consultation pour la clinique Fertilis, donc qui est une clinique de fertilité fondée par Dr Miron. Et puis, je suis professeure invitée aussi au département de psychologie de l'UQAM, où dès que je peux, j'enseigne. Alors, j'enseigne plusieurs cours, mais quand c'est possible, quand ça rejoint la thématique du cours, je parle d'infertilité et pour aussi informer les étudiants, les étudiantes, parce que c'est pas forcément un sujet qui est beaucoup abordé dans le processus des études en psychologie, mais quand même de plus en plus, il y a un programme court en psychologie périnatale à l'UQAM et c'est abordé plus en profondeur la question de l'infertilité. Catherine Péloquin, qui est une autre psychologue très, très, très connue, très populaire là, au Québec pour c'est ça, ses efforts, ses travail pour l'infertilité. Oui. Tu as travaillé avec Catherine Péloquin notamment. Oui. Alors avec Catherine, j'ai, il y a quelques années, avant la pandémie, en fait, animé à quelques reprises des groupes de parole, donc pour les couples, mais en fait... hommes, femmes, qui pouvaient venir en couple ou non, là, pour offrir un espace de parole avec des thématiques spécifiques qu'on abordait à chaque rencontre. Et je co-animais avec une infirmière. Donc, on a fait ça, j'ai fait ça peut-être à 3-4 reprises. Et puis, plus récemment, avec Catherine et une autre professeure de l'UQAM, Raphaël Noël, on a offert au début du mois de novembre une formation d'une journée pour les professionnels de la santé autour de la question de l'infertilité et pour outiller en fait les professionnels à accompagner les personnes qui sont en fait dans ces parcours-là. Donc c'était une journée de formation. Donc voilà. Moi j'aurais une question parce qu'à la base donc ta spécialité n'était pas nécessairement la fertilité et moi personnellement quand j'en avais besoin, j'avais pas trouvé de
psychologues en fertilité. Là, il y en a un peu plus aujourd'hui, mais un peu plus. Là. Ce que je me demande, c'est comment un psychologue peut se spécialiser en fertilité. Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que on apprend sur le terrain? Ou comment on peut se spécialiser? Ou un psychologue se spécialise? Parce que c'est quand même... C'est différent, là, la santé mentale. Oui, il y a des aspects spécifiques à bien comprendre. Pour mieux on comprend, mieux on accompagne. C'est vrai qu'il n'y a pas... Alors, moi, quand j'ai fait mon parcours universitaire, il n'y avait pas vraiment de cours. On n'en parlait pas beaucoup. Donc, moi, j'ai beaucoup appris sur le terrain. Et puis, en me formant avec des psychologues seniors dans le domaine. Donc, et puis ensuite, je me suis... j'ai vraiment lu beaucoup et puis rencontré beaucoup de patientes qui passaient par là. Donc, j'ai appris sur le terrain. Un peu autodidacte. Oui. Et puis, avec aussi l'aide de psychologues qui avaient de l'expérience dans ce domaine. Donc, ça a été de cette façon-là. Et puis, l'année dernière, j'avais enregistré aussi une formation qui est disponible en ligne parce que, justement, il n'y avait pas de formation au Québec spécifique à la problématique de l'infertilité. Donc, il y en a de plus en plus. À l'université, on en entend plus parler. À l'Université de Montréal, grâce à Catherine Péloquin. À l'UQAM, je parlais de Raphaël Noël aussi, qui est la directrice du programme cours en périnatalité. Il y a des cours dans ce programme-là où on parle de l'infertilité. Et puis là, il y a eu la formation. On a contribué aussi avec Catherine et Raphaël à la rédaction. On a coécrit un chapitre de livre. Okay. Donc, on essaye de l'implant. Vous êtes des pionnières, là. D'en parler. Et puis après, Raphaël et Catherine ont leur propre projet de recherche où aussi ça vient nourrir les connaissances. Et puis, dans d'autres pays aussi, il y a plein de choses qui se font. Donc, c'est d'aller lire. Et puis... Est-ce que peut-être une solution, parce que comme Anne-Marie l'a dit, il y a très peu de psychologues spécialisés en infertilité. Est-ce que peut-être une des solutions pour répondre à la demande en psychologue en infertilité, ça serait pas une bonne idée que d'inclure dans la formation, dans les études en psychologie, un volet ou un très gros volet sur l'infertilité? Parce que, par exemple, moi, j'ai une psychologue que je vois depuis 3 ans maintenant. Malheureusement, elle connaît rien à l'infertilité. Ceci dit, si jamais elle écoute, là, je t'adore. J'adore ma psychologue. Mais elle n'est pas outillée pour m'aider avec l'infertilité, donc je suis obligée d'avoir une deuxième psychologue pour l'infertilité. Donc voilà, c'est un point intéressant que tu soulèves parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent des patients qui vont dire j'ai déjà un suivi. Mais mon ou ma psychologue ne connaît pas du tout les parcours en fertilité. C'est aussi pour ça qu'on a fait la formation début novembre. C'est qu'il y a des choses spécifiques à savoir, notamment au niveau médical, au niveau légal, au niveau social. Il y a des compétences à développer qui ensuite peuvent se déployer dans d'autres approches. Comment je pourrais dire, c'est d'aller vraiment se renseigner puis comprendre c'est quoi les spécificités du vécu, en fait, des personnes qui passent par là pour mieux comprendre. Puis... Il faudrait un intérêt aussi, je veux dire, oui, c'est bien pas sûr, l'intérêt de tout le monde. Ça pourrait être des cours optionnels dans les parcours de doctorat, mais je crois qu'on essaye là de plus en plus d'en parler. Et puis, il y a toujours la possibilité aussi, comme psychologue, d'aller chercher de la supervision auprès d'un psychologue qui connaît mieux une problématique pour mieux comprendre, ou en tout cas, il y a des façons de se former. Mais c'est pas forcément, effectivement, enfin moi, dans mon parcours universitaire, dans mes cours, j'en ai pas entendu parler. Mais bon, après, je dis pas que c'est... je généralise pas, peut-être qu'il y a des... Maintenant, actuellement, on en entend plus parler. Moi, quand j'ai fait mes études il y a un peu plus de 10 ans, j'ai commencé mon doctorat en 2007. On n'en parlait pas beaucoup. Mais dans mon internat, j'ai pu l'explorer. L'explorer. Donc, après, par intérêt personnel, on peut aller lire. Est-ce que tu remarques que l'intérêt au travers de tes pairs Oui, j'ai plus d'intérêt pour j'ai plusieurs collègues à la clinique ensemble qui s'intéressent, qui accompagnent
des femmes, des hommes qui passent par là. Donc oui, il y en a de plus en plus, mais c'est vrai qu'on n'est pas... il n'y a pas beaucoup de psychologues forcément qui s'intéressent. Ou il y en a quand même. Mm-hmm. Okay. Fait que là, vraiment pour, je pense, bien mettre la table là, sur le vif du sujet, c'est quoi, d'un point de vue psychologique et émotionnel peut-être, c'est quoi l'infertilité? Comment les infertiles vivent leur infertilité? Oui. Bon, il y a plein de façons de la vivre, mais c'est sûr qu'il y a des choses communes qu'on va retrouver chez les femmes et les hommes qui sont confrontés à l'infertilité. Souvent, c'est décrit comme la première grande épreuve de leur vie personnelle, de couple. Il y a souvent un choc de dire, ben voyons, pourquoi mon corps ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un choc, il y a beaucoup d'émotions. Vous savez, on en parle beaucoup comme des montagnes russes émotionnelles. Ça peut être beaucoup de colère, beaucoup de déception, beaucoup de tristesse. Ça peut être par moments beaucoup de joie. Hein. On va beaucoup voir, par exemple, un couple qui essaye depuis 1 an ou 2, qui essaye d'avoir un enfant, puis ça ne fonctionne pas. Ils consultent en clinique de fertilité. Il y a toute une batterie de tests. Et puis là, il y a un diagnostic ou une explication possible de l'infertilité. Et puis là, c'est la déception, c'est beaucoup de peine. Et puis après, quand il y a un traitement qui est proposé, oups, l'espoir embarque, ça va mieux. Donc, c'est une alternance d'émotions qui est déstabilisante, en fait, parce que c'est compliqué de se sentir un jour plein d'espoir et le lendemain très déçu, très triste, très en colère. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Il peut y avoir aussi beaucoup un sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi certains, ça fonctionne au bout d'1 mois et puis pas nous? Donc, il y en a aussi qui vont dire qu'ils se sentent honteuses d'être confrontés à l'infertilité. Hein. Moi, j'entends souvent, mais comment ça, je ne suis pas capable de faire ce que tout le monde est capable de faire? Donc, il peut y avoir aussi de la culpabilité, plein d'émotions, en fait. En fait, je pense qu'il y a toutes les émotions qui peuvent être vécues dans ces parcours-là, et c'est ça qui font que c'est des parcours éprouvants. C'est ça aussi qui peut faire qu'on devient épuisé, comme dans mon cas. Oui. Parce que quand tu ne cesses de vivre des énormes montagnes russes d'émotions comme ça, tu sais, t'es tout le temps up and down, sur un moment donné, t'es drainé, là. À un moment donné, le corps, il y a une limite, là, tu sais. Oui. Parlant de ça, j'aimerais que tu nous expliques que c'est possible de vivre un burn-out, même si c'est pas lié au travail. Mais c'est-à-dire qu'on peut, oui, s'épuiser à travers les parcours en fertilité. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est comme si ça prend toute la place. Et la fatigue liée au traitement, liée à ces montagnes russes-là, vont faire en sorte que, en fait, quand même, beaucoup de femmes et d'hommes vont se sentir moins disponibles, moins concentrés au travail et moins intéressés, une perte de motivation. Donc, ça peut engendrer un épuisement qui va faire qu'on n'est plus disponible adéquatement pour le travail. Parce que si ça prend toute la place dans notre tête, il n'y a plus d'espace pour penser à autre chose, et donc il n'y a plus d'espace pour le travail, par exemple, comme il pourrait ne plus y avoir d'espace pour les relations sociales, familiales, les intérêts personnels. Donc c'est compliqué parce que les traitements de fertilité, ça prend toute la place. Et comme tout s'organise autour des traitements, parce que c'est des traitements exigeants, mais c'est dur de trouver un équilibre. Donc oui, les risques de vivre un épuisement, ils sont bien là. Oui, bien c'est ça, tu sais, c'est ce que j'allais dire, parce que dans mon cas, je le sais que c'est pas le travail qui m'a épuisée, tu sais, puis je le sais que si je vivais pas d'infertilité, je serais au travail, comme, tu sais, je serais pas en arrêt pour la 2e fois, tu sais, c'est la 2e fois, moi, que je suis en arrêt pour un épuisement, puis c'est ça aussi, tu sais, c'est que ma psychologue, là, que je vois, mais pas pour l'infertilité, elle m'expliquait que l'infertilité, c'est un stress chronique que je vis, c'est-à-dire que j'ai ça à tous les jours, puis je vais même rajouter à toutes les minutes de ma journée, à chaque jour. Mais je ne vis pas que ça. On peut déménager, on peut changer de travail, on peut avoir des chicanes avec notre couple, on peut
sais, à chaque fois qu'on fait face à des grossesses, à chaque fois que, tu sais, toutes les choses que l'on vit dans notre vie sont d'autres stresseurs. Donc, quand on ajoute ces stresseurs-là à notre stress chronique qui est là tout le temps, à un moment donné, je me répète, mais ça se peut que le corps est shut down puis qu'il ait atteint sa plus que limite, là. Oui, tout à fait. En fait, c'est exactement ça. C'est un stress chronique. Puis c'est un stress parce que, puis là je réfère aux travaux de Sonia Lupien, l'infertilité et le recours au traitement de procréation assistée, ça a les 4 caractéristiques du stress, hein. C'est-à-dire qu'il y a une perte de contrôle. Ouais. Hein, dans un traitement de fertilité, on peut contrôler certaines choses, on peut bien prendre sa médication, mais on n'a aucun contrôle sur le résultat. Il y a beaucoup d'imprévisibilité. Hein, donc, il y a des patients qui peuvent se faire annoncer que finalement, non, il n'y aura pas d'insémination, finalement, non, il n'y aura pas de ponction parce que la réponse aux hormones n'est pas bonne. Donc, les patients s'y attendent pas, sont sous le choc d'apprendre la nouvelle. Donc, un manque de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté. Hein, rentrer dans une clinique de fertilité, c'est plein de nouveaux termes. Plein de noms d'examens super longs, hein, l'hystérosalpingographie, et c'est quoi, et comment ça fonctionne. Et donc, c'est tout un vocabulaire à développer. Et on va voir au fil des années, les patients pour qui les traitements durent un certain temps, notamment, deviennent des pros. Ils connaissent tous les termes et tout. Donc, c'est tout un langage à développer. Et puis, le 4e aspect, c'est que ça atteint l'estime de soi. Hein, c'est-à-dire que c'est tout le sentiment d'incompétence par rapport aux autres, notamment. Mais pourquoi les autres, ça marche et nous, ça marche pas? Et pourquoi mon corps collabore pas? Et donc, ça a toutes les caractéristiques pour en faire un stress chronique. Et comme tu disais, Élodie, en fait, c'est tout le temps là. Une annonce de grossesse, un film à la télé où finalement il y a cette thématique-là qui est abordée. Donc, c'est impossible de ne pas y penser. Puis tu sais, je veux juste rajouter, je sais que tu vas enchaîner avec ta question, là. En plus. Oui, je le sais, mais je veux juste renchérir sur ce qu'elle dit, là. C'est que le stress chronique, tu sais, je veux juste donner comme 2 exemples, mettons. C'est que, tu sais, quand on dit qu'on y pense tout le temps, on fait pas juste penser à vouloir être mère ou à vouloir être enceinte, tu sais. Je donne un exemple. Pour ma part, quand je vais faire pipi, puis on le sait qu'on va faire pipi plusieurs fois par jour, là, ben je regarde toujours sur mon papier mes pertes. Est-ce que je suis en ovulation? Oh mon Dieu, mon ovulation, ça s'en vient. Fait que ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait des relations sexuelles. Ça devient une obsession. Oui. Là, quand t'es plus en ovulation, ben tu regardes encore ton papier parce que est-ce que mes règles vont commencer? Tu sais, fait que ça, c'est un exemple que je donne, mais là, c'est ça, après ça, quand arrivent les relations sexuelles, qu'il faut, hein, parce que c'est rendu qu'il faut que tu fasses l'amour, c'est pas juste on fait l'amour parce que, mon Dieu, on est dans un bon élan, là, tu sais. Ben là, tu le planifies un peu parce que tu veux pas manquer ta shot, parce que ta fenêtre de fertilité dans ton mois est vraiment petite. Puis là, tu sais, mettons, moi, ben j'ai des cours de danse le mardi soir. Mon chum, il travaille le soir 3 fois par semaine. Fait que, tu sais, si mon ovulation tombe sur les soirs où mon chum travaille puis que moi, j'ai mon cours de danse, on fait comment, là? Tu sais, fait que ça devient... Ça, c'est un autre stress aussi. Puis bref, ça, c'est juste 2 exemples que je voulais donner, mais il y en aurait tellement d'autres que je pourrais donner, là. Mais vite, c'est ce qui me vient en tête. Bref, fait que c'était juste un peu pour peut-être mieux imager, illustrer le stress chronique. C'est tout le temps présent. Mais dans le fond, je veux revenir sur l'estime de soi, parce que moi, ça a été... c'est sûr que là, en ce moment, je le vis plus, là, ça va mieux, là, mais... l'estime de moi a été très, 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 très basse parce que moi, j'ai perdu radicalement ma fertilité. Là, j'ai perdu à cause d'un cancer, j'ai perdu mon utérus. Et moi, j'avais l'impression d'être défectueuse. Et puis, pendant longtemps, je me suis détestée, ce qui n'est pas quelque chose qui m'était arrivé aussi fortement que ça. Mais avec le recul, maintenant que je vais mieux, que j'ai repris mon estime de moi, je remarque que c'est courant quand même. Puis le mot défectueux, moi, c'était mon mot, là. C'était « je me sens défectueuse ». Mais c'est quelque chose que autant, tu sais, bon, ça peut être, tu sais, on entend incapable, pas bonne ou pas bon. C'est vraiment une perte de notre identité. Puis qu'est-ce qui explique donc cette perte de cette identité-là, puis ce sentiment d'être nul? Oui, mais en fait, c'est que mais il y a plusieurs choses, mais ce qui me vient comme ça en premier, c'est
Le désir d'enfant, c'est très fort. Ça remonte à il y a longtemps. Ça remonte souvent à la petite enfance. C'est attendu dans la société, beaucoup, que les femmes deviennent mères. Et donc, quand ça ne fonctionne pas, c'est complètement légitime que ça soit très souffrant parce qu'au niveau identitaire, alors je parle des femmes, mais ça pourrait s'appliquer aussi aux hommes, mais dans la société, on s'attend plus à ça des femmes que des hommes. C'est, comment ça, je vais pas être mère? Ouais. Mais c'était pas ça qui était prévu. Donc, il y a vraiment quelque chose de... D'une part, oui, mon corps est défectueux, hein, c'est ça qu'on va entendre souvent. Parfois, j'entends, je me sens brisée, mon corps est pas fonctionnel, des choses comme ça. Donc, il y a ce sentiment d'incompétence, puis il y a aussi toutes les questions existentielles que ça soulève. Mais si je suis pas une mère, je suis quoi alors? Ouais. Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ouais. Et comment va s'organiser ma vie? Et ça, c'est quand les patients touchent à ces questions-là, c'est très souffrant parce que ça fait très peur, c'est très angoissant de se dire, mais c'est pas du tout ça que j'avais prévu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Est-ce qu'il y a un côté aussi, mettons, biologiquement parlant, se reproduire, c'est une des premières raisons. C'est assurer la survie de l'espèce. Oui, tout à fait. Puis de ne pas être capable de faire ça au-delà de ce que la société nous dicte. Il y a aussi le côté qui est complètement biologique, animal. Oui. Est-ce que de ne pas se reproduire? Oui. C'est ça. Ben c'est pour... Alors, il y a des personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, et puis c'est très correct, bien évidemment. Mais beaucoup de couples souhaitent... souvent, on va entendre concrétiser leur amour par la naissance d'un enfant. Et quand ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas de sens, en fait. Ouais. C'est pas... c'est incompréhensible. Parce que, voilà, comme tu disais, il y a les aspects biologiques, mais il y a les aspects de désir personnel, de la société. Il y a plein de choses. Pourquoi on veut un enfant? Ouais. Et souvent, jusqu'à ce que ça ne fonctionne pas, oui, je veux des enfants, mais on ne sait pas que ça peut ne pas fonctionner. Voilà. C'est comme une surprise de la vie. Ouais. Puis on en parle tellement peu. Oui, c'est quand même tabou. tabou. C'est très tabou. Oui, c'est très tabou parce que ça relève de l'intime. Oui. Mais grâce aux infertiles, ça sera plus tabou. C'est un sujet... les infertiles. Oui, tout le monde va connaître l'infertilité un jour. Qu'est-ce qui revient le plus dans votre pratique, dans votre bureau, là, dans votre bureau de la clinique, mettons, en infertilité? Qu'est-ce que les patients, les clients vous rapportent le plus? De quoi est-ce qu'on parle par rapport à l'infertilité? Qu'est-ce qui revient le plus? Oui, qu'est-ce qui revient le plus? Je dirais... il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des moments clés où le besoin est plus grand de consulter. Par exemple, annonce d'un diagnostic, ça peut être avant une première fécondation in vitro, le stress qui est relié, ça peut être dans l'attente des résultats d'un traitement. Donc, on va avoir des besoins plus grands à certains moments. C'est là aussi où des fois, ça se différencie un peu du cadre de psychothérapie classique où généralement ça va être hebdomadaire. On remarque que pour les hommes et les femmes suivis en clinique de fertilité, des fois les besoins sont plus grands à certains moments et puis moins à d'autres parce que des fois quand il y a des pauses de traitement par exemple, ils ont envie de pas trop y penser et puis ils ont moins besoin de consulter. Les thématiques qui reviennent le plus, je dirais que le besoin qui est le plus formulé, c'est d'avoir un espace neutre pour en parler. OK. C'est-à-dire de dire, je vais souvent entendre des patients dire, mais j'ai juste besoin d'en parler à quelqu'un qui ne va pas me dire... Qui ne va pas me juger ou qui ne va pas me dire toutes sortes de conseils un petit peu... Donc ça, c'est un besoin qui ressort le plus. Ben, enfin, je dis le plus, qui est souvent là. On va retrouver aussi le besoin de valider, est-ce que c'est normal? Ah, ouais! Donc, des patientes qui vont dire... Est-ce que c'est normal que je me sente comme ça? Voilà, je me sens, par exemple, je vais entendre je me sens très jalouse de ma sœur, mon amie, qui est tombée enceinte. Ça m'enrage. Je trouve que c'est pas des sentiments que j'ai l'habitude de ressentir à l'égard des autres. Je me demande si c'est normal. Donc, on a tout un travail au début d'accueillir la parole de ces personnes-là qui sont confrontées à ça, mais aussi de notre travail de psychologue, c'est de voir, est-ce que c'est fait partie des réactions
classiques qui sont... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser la souffrance que ça engendre, mais qu'on va retrouver la plupart du temps. Ou est-ce qu'on est dans des réactions qui nous disent, bon, mais il y a peut-être d'autres choses aussi, mais je dirais que le besoin premier, c'est d'être validé dans ses d'être émotions, validé. ouais. D'être validé. Donc, de parler, d'être validé. Puis aussi, je dirais de réfléchir à mais comment je vis avec cette infertilité-là, comment je fais pour trouver une façon d'investir le reste de ma vie. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a des désinvestissements de la sphère professionnelle, de la sphère sociale, de la sphère familiale, des intérêts personnels. Donc, c'est comment qu'on fait pour trouver un équilibre pour qu'il n'y ait pas juste ce parcours-là. Parce que comme tu disais tantôt, ça devient une obsession, là, tu sais. Oui, c'est fait ça. qu'une obsession, quand t'es obsédé par quelque chose, c'est difficile de penser ou de se concentrer sur autre chose. C'est dur, c'est exact. Mais tu disais justement, toi, petite parenthèse, si je peux me permettre, que tu voulais commencer à consulter une psychologue spécialisée en fertilité pour pas que ça t'obsède. Oui, entre autres. Mais là, il y a quelque chose que tu as dit qui m'interpelle énormément. Premièrement, le cœur me serre vraiment beaucoup de t'entendre dire que les gens ont besoin de se faire dire que oui, c'est normal. Parce que tu vois, personnellement, je le sais que c'est normal. Tout ce que je vis, les émotions que je vis, je le sais que c'est normal. Fait que de savoir qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas normaux d'avoir ces émotions-là, ça me fait encore plus de peine pour eux autres parce que, my God, faut pas se culpabiliser. Tu sais, je veux dire, c'est déjà assez difficile, comme permettez-vous, tu sais, de vivre ces émotions-là, tu sais, comme... Je pense que toutes les émotions qu'on vit sont vraiment toutes valides et toutes normales. Fait que... Puis c'est drôle parce que j'ai rencontré une nouvelle psychologue spécialisée en fertilité la semaine passée pour la première fois. Puis, tu sais, la première rencontre avec une psy, c'est tout le temps, genre, pour ouvrir le dossier puis comme tâter le terrain puis tout ça. Puis j'ai dit, là, moi, je veux pas que tu me dises que c'est normal. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit, moi, j'ai pas besoin de me faire dire que comme c'est normal que je me sente comme ça. Puis elle était comme, OK. J'étais comme, hey, comme, OK, donc tu ne veux pas que je te dise que c'est normal. Je dis, non, mais je suis comme, tu sais, tu peux me le dire tu sais, dans une conversation comme ça, mais t'as pas besoin de me le répéter 20 fois dans une séance d'1 heure, là, tu sais. Oui, parce que peut-être, toi, tu as cette... tu le sais, que c'est normal, mais beaucoup de... Il y en a qui ont vraiment besoin de... Ben, parce que quand je disais, c'est une première épreuve pour beaucoup de gens, donc ils se questionnent, est-ce que... J'ai envie de vous dire, là, soyez doux avec vous-même, aimez-vous, OK, comme, je vous aime. Vous êtes bonne, vous êtes bon, vous êtes fort. Soyez doux avec vous-même. Tout. Oui, mais il faut être indulgent envers soi parce que... Mais je peux en même temps comprendre que quand on est pris là-dedans, que ça peut être difficile de prendre du recul et surtout quand on est entouré de gens qui ne comprennent pas et qui pensent que la fertilité, c'est pas une raison d'avoir des détresses psychologiques, qu'on se le fait dire. Oui. Ça peut être... est-ce que je suis normale? Mais ça renvoie à l'idée que c'est pas normal. Ça, ça renvoie cette idée-là. Si on n'a pas une bonne écoute ou un bon soutien ou dans l'entourage des gens qui comprennent vraiment pas, ça renvoie à l'idée que c'est la personne qui est confrontée à l'infertilité qui a un problème et qui ne devrait pas le vivre de cette façon-là, mais je vois pas comment on peut vivre un parcours en fertilité sans émotion. Mais non, impossible. C'est impossible. Surtout qu'on se fait injecter des hormones. On se fait injecter des émotions, là. Oui, c'est ça. Tu as dit, Marie-Alexia, que vous avez observé que les gens vont avoir un plus grand besoin de consulter quand il arrive des moments précis ou particuliers dans leur parcours de fertilité. Mais est-ce que une recommandation peut-être pour les infertiles, ce serait de consulter de façon régulière et non pas seulement quand il y a des événements parce que, Mais ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Ça dépend du niveau de détresse aussi. C'est ça. Ça dépend des ressources individuelles, des ressources du couple. Du soutien de l'entourage, il y a plein de facteurs et c'est aussi ça, les premières rencontres, c'est d'évaluer un peu les ressources de chaque personne, les ressources du couple. Après, il n'y a pas... le besoin peut être hebdomadaire comme le besoin peut être
il peut y avoir plus de temps entre les rencontres. C'est vraiment... c'est au besoin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une seule façon d'accompagner. Ce que je remarque, c'est qu'il y a des moments où le besoin est plus grand et des moments où ça l'est moins. Puis c'est correct aussi parce que ça dépend aussi quand on consulte, c'est quoi qu'on vient chercher. Est-ce qu'on vient chercher un espace pour être validé, pour exprimer ce que ça fait vivre, pour essayer de trouver, réfléchir à des façons d'avoir un équilibre, comment je peux faire, pour que ça prenne un peu moins de place dans ma vie, versus quelqu'un qui viendrait plus dans une démarche introspective, de dire j'ai besoin de réfléchir à quelle place prend l'infertilité dans mon histoire personnelle, dans mon histoire familiale, et qui aurait une demande de psychothérapie plus introspective. C'est pas les mêmes demandes. Donc, c'est vraiment d'évaluer, mais on observe quand même qu'il peut y avoir besoin de soutien plus ça me fait... c'est un parallèle, mais en oncologie, souvent, je sais pas souvent, mais il peut arriver qu'on ait besoin de thérapie parce que... ponctuelle, parce que là, on vient d'apprendre le diagnostic, mais qu'après, ça, c'est pas nécessairement... Mais moi, je connais des gens, des femmes surtout, qui ont eu des cancers, que ça a réveillé des problèmes dans leur vie qui n'ont pas rapport avec la maladie. C'est ça. Donc ils ont pris des thérapies. C'est ça. Je ferai le même parallèle avec l'infertilité. Il y en a qui vont avoir besoin vraiment de soutien psychologique à des moments précis et d'autres qui vont être plus engagés dans une démarche et qui ont un besoin plus de psychothérapie, plus étalé sur le temps. Oui, parce que ça soulève d'autres choses dans leur vie personnelle qu'ils ont besoin d'adresser. Mais ça, c'est à chaque professionnel de voir, d'évaluer la situation et puis de mettre en place un accompagnement. Parce que j'imagine aussi qu'il y a des gens, tu sais, parce que je reviens à ma question de genre... de consulter vraiment de façon régulière. Tu sais, j'imagine qu'il doit en avoir des gens que, même s'ils ne sont pas en traitement, même si ça fait 2 ans qu'ils ont eu leur diagnostic, même tu sais, ils continuent quand même d'être dans l'espoir, ils continuent d'essayer à la maison de tomber enceinte, ils continuent d'être confrontés à des annonces de grossesse, ils continuent, tu sais, la réalité reste là. Donc, même si on n'est pas, exemple, justement, dans des stimulations hormonales ou j'imagine que comme on revient au stress chronique, c'est un stress chronique. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il doit en avoir des gens qui ont besoin d'un genre de thérapie plus régulière. Là. Oui. En fait, ça dépend... de chacun. Il n'y a pas une seule façon d'être accompagné. Et les besoins peuvent être différents d'une personne à l'autre. Ça dépend. Ça dépend aussi, comme je disais, des ressources individuelles, des ressources du couple, de l'histoire de chacun. Il y a des patients qui vont dire j'ai besoin de venir de temps en temps, mais autrement, je continue à investir ma vie professionnelle, qui fonctionne bien, donc ils ont moins ce besoin-là. Donc, ça dépend vraiment. Ça dépend. Il y a presque 3 semaines sur sur mes médias sociaux, les médias sociaux des infertiles, j'ai fait un live pour dire pour dire quelques trucs, mais j'ai notamment dit que j'étais en arrêt de travail parce que j'étais en épuisement et tout ça. Et je me suis rendu compte que il y a des gens dans la population qui ne sont pas à l'aise avec le fait que moi, je sois si à l'aise de dire facilement et clairement, tu sais, dans le fond, de me mettre à nu, là, de mettre ma santé mentale à nu, même si elle est dans un état un peu plus négatif, ou je veux dire vulnérable. Là. Fait que c'est ça, fait que je me suis rendu compte qu'il y avait un certain malaise de la part de la population à recevoir cette information-là. Puis, tu sais, là, après, j'ai posé la question parce qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle n'était pas à l'aise à ce que et là, j'ai demandé, est-ce que c'est parce que t'as honte? Est-ce que c'est parce que ça paraît pas bien que je dis? Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce que la personne était en fertilité aussi? Non. Fait que là, tu sais, j'ai demandé, fait que là, après, en fait, la personne n'était pas capable de me dire pourquoi elle aimait pas ça, que...
Puis je me suis rendu compte que je pense que c'est un malaise. On n'est pas habitué de dire quand ça va pas bien, tu sais. Oui. Fait que d'où ça part, ce malaise-là? C'est-tu justement parce que c'est une question de mentalité de société qu'il faut pas... La santé mentale, en général, est tabou. Ouais. C'est pas juste lié Fait à que là, je parle d'un tabou dans un tabou. Oui, Fait que là- absolument. Puis Fait que là, on est au summum Oui. du malaise, dans le fond. Mais là. c'est sûr qu'il y a beaucoup de tabous par Ouais. rapport à l'infertilité. Ouais. Il y a beaucoup de tabous. C'est compliqué. Pour ceux qui la vivent, c'est compliqué d'en parler. Alors, probablement, pour toi, Élodie, tu as une facilité à raconter ce par quoi tu passes. Mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir de la difficulté à en parler. Puis, ceux qui la vivent pas, c'est compliqué pour eux La aussi recevoir. d'en parler, d'écouter. Ouais, Donc, c'est souvent des sujets qui mettent mal à l'aise. ouais. Donc, c'est pas évident. Il y a beaucoup aussi de préjugés, d'a priori, de mythes autour de la question de l'infertilité qui aident pas du tout, qui entretiennent le tabou. Donc, il suffit de regarder des fois les commentaires justement dans les médias sociaux quand il y a des articles qui paraissent autour de ces questions-là. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver que y a rien là, que c'est pas vraiment une souffrance, alors que c'est une réelle souffrance, mais c'est beaucoup des deuils invisibles. Ouais, c'est ben, ça, c'est c'est parce que ça. c'est pas écrit dans notre face, C'est là, ça. tu sais. Donc, C'est pas comme si on a perdu un bras. Puis, Non, c'est ça aussi, ouais. donc c'est compliqué, un deuil invisible, Deuil invisible, parce que c'est en fait, les gens connaissent pas, et enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes vont pas comprendre, vont minimiser la détresse et ont l'impression qu'il y a aussi tous les mythes autour du stress, ben voilà, c'est parce qu'elle est trop stressée, ça fonctionne pas. Et ça entretient la culpabilité. Forcément, ça provoque beaucoup de culpabilité et de détresse chez ceux qui sont confrontés à l'infertilité, de se faire dire ça. Et pour les autres, c'est comme si finalement, il y en a une solution. Pars en voyage, arrête de stresser, arrête d'y penser. Donc, c'est très réducteur et ça minimise beaucoup la détresse. Ouais. Et donc, ça alimente le tabou, Ouais. les préjugés. Je veux juste dire que si c'était si facile que ça, là, on serait toutes enceintes puis personne n'aurait de problème de Il fertilité. n'y aurait pas de tu sais. clinique de fertilité. Puis il n'y aurait pas de clinique de Ce fertilité. serait pas une science. On va faire du chemin sur ce que tu viens de dire, Marie-Alexia, le fameux lâcher-prise, là. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment vous voulez qu'on arrête d'y penser? Fait que là, toi, ma chère dame, là, quand tu me dis de lâcher prise, là, t'es en train de me dire que quand t'as volontairement arrêté ta contraception pour faire des enfants, tu pensais pas à faire des enfants quand t'avais des relations sexuelles non protégées avec ton conjoint. C'est vraiment ça que t'es en train de me dire, là? Tu sais, c'est un petit peu... Est-ce que c'est comme parce que les gens, ils essaient... C'est quoi, dans le fond? Est-ce que c'est parce que les gens sont mal à l'aise et ils essaient de nous aider? C'est-tu parce qu'ils manquent de connaissances, ils manquent Oui. de... Tu veux sais, dire quand les gens vont te Oui, dire lâche prise, exact. ça va fonctionner? Oui. Mais ça, c'est parce que souvent, les gens ne savent pas quoi dire. Et il y a cette croyance-là, parce que tout le monde connaît quelqu'un Qui a lâché prise. Puis... et qui est tombé enceinte ou qui est parti en voyage. Ou qui a adopté, puis là, sont tombés enceintes. Alors, tout le monde prend ce cas-là et en fait une généralité. Ouais. Alors, ils ont l'impression... Et puis, ça, en fait, au fond, comment je pourrais te dire? C'est qu'il y a un grand sentiment d'impuissance Mhm. chez les personnes qui sont confrontées à l'infertilité, même le personnel médical, il restera toujours une part de mystère qu'on ne comprend pas. Et en fait, je ne sais plus où je m'en vais avec mon idée, mais c'est l'idée que c'est facile de dire, lâche prise, on règle, on arrête d'en parler puisque je t'ai proposé une solution. Et ça ferme la discussion. Ça parle du malaise, mais c'est aussi que les proches vont se sentir impuissants, ils ne savent pas quoi dire. Mais dans les faits, il n'y a rien à dire. Non, c'est ça. La meilleure chose à C'est dire, c'est d'écouter. rien. Exact. Oui, il vaut mieux rien dire. Ou qu'est-ce que je peux dire qui Voilà. va te faire du bien? De quoi tu as D'avouer, besoin? c'est De quoi ça. tu as besoin pour que tu te sentes un peu mieux Ouais. ou pour que je puisse t'apporter un moment de Ou réconfort? même de dire, ça me rend mal à l'aise. Oui, C'est déjà mais mieux juste te que... dire, écoute, je sais pas quoi te dire. C'est ça. Je sais pas quoi te dire et de quoi tu as besoin. Ça va être beaucoup plus bénéfique que de dire, écoute, je connais la sœur de mon amie, elle a fait tel type de traitement, tu devrais faire ça, ça va marcher. Mhm.
mais on n'en sait rien. Est-ce que ça se peut que les gens se sentent, ont tellement un malaise, mais ils veulent, je veux dire, ils ont quand même des bonnes intentions, Oui. Mhm. sauf que leur malaise, les mots qu'ils vont dire à la personne, que ce soit... Puis je m'excuse, je ramène encore l'oncologie, mais moi, j'en ai reçu là, des commentaires... Oui. Donc, c'est plus pour se faire du bien à eux. Donc, de dire lâche prise, soit positive, soit assis, c'est peut-être plus inconsciemment parce qu'ils veulent apaiser leur malaise. Peut-être. Je pense que ils ont peut-être l'impression... Je pense que la plupart du temps, c'est bien intentionné. C'est maladroit, mais c'est bien intentionné. Je pense qu'ils veulent redonner de l'espoir. Je pense qu'ils veulent... ça reste toujours... On est toujours un peu dans l'incompréhension. Pourquoi ça marche pas? Même c'est comme difficile de voir quelqu'un... Oui, c'est difficile. Donc, si on lui dit d'être positif, peut-être que ça va aller mieux. Donc, oui, on a l'impression que de dire à cette personne-là, sois positive, ça va marcher, ça va l'apaiser, alors que ce qui est apaisant, c'est plutôt de rester dans l'émotion avec la personne, de dire, ben, t'es triste, mais je comprends, est-ce que tu as envie de m'en parler, comment je peux t'aider, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait du bien? En fait, c'est surtout de demander ça, plutôt que de dire tu devrais lâcher prise, tu es trop stressé, tu y penses trop, c'est pour ça que ça marche pas. Ça marche pas. C'est ça qui marche pas, en fait. Voilà. En terminant, parce qu'on va faire ça en 2 épisodes, là, parce qu'il nous reste encore beaucoup de questions, mais avec le temps qu'on a fait, on va diviser. Restez, si vous êtes en direct sur Facebook, restez là. On va continuer le direct. Mais pour la rediffusion, ça sera divisé en 2 parties. Donc, je veux juste, en terminant, revenir sur encore le lâcher-prise, en fait, que tout le monde connaît quelqu'un qui a lâché-prise puis que ça a fonctionné. Je vais être bien honnête, là. C'est parce que là, à un moment donné, moi, je commence à y croire au lâcher-prise, dans le sens où je commence à croire que ça peut peut-être marcher parce que j'ai tellement de gens qui m'ont dit... Ah, moi, c'est quand j'ai lâché prise que je tombe enceinte. Ah, moi, c'est quand que j'ai tout vendu mes affaires de bébé que... Ah, moi, c'est quand que j'ai commencé mon processus d'adoption que je tombe enceinte. Ça m'est des amis là, de mon entourage, des gens que moi, je connais. C'est vraiment arrivé. Là. Ils ont des bébés aujourd'hui, là, tu sais. Fait que comment ça s'explique, ça? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment juste des addons puis des addons? Parce que, tu l'as dit, tout le monde connaît quelqu'un que... Oui. Fait que pourquoi est-ce que ça serait pas vrai? Pourquoi est-ce que, tu sais... Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Il y a des recherches. En fait, il y a des recherches. On suggère de parler de l'infertilité comme de soulever... En fait, de dire que c'est multifactoriel. Puis qu'il y a des choses qu'on comprend pas encore, qu'on comprendra peut-être jamais, je le sais pas. Il y a des infertilités inexpliquées... Il y a des infertilités qu'on n'expliquait pas il y a 20 ans, qu'on explique aujourd'hui. Il y en a qu'on n'explique pas aujourd'hui, qu'on expliquera peut-être dans 20 ans. Globalement, les recherches vont dire le niveau de stress pendant les traitements n'a pas d'influence sur le succès du traitement. Il y a même des méta-analyses qui met ça en évidence. Même les symptômes anxieux, dépressifs pendant des traitements ne vont pas avoir d'impact. Mais oui, il reste encore des choses qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a une part psychologique? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que je ne crois pas que ça soit aidant de dire arrête d'y penser, parce que quelque part, il y en a beaucoup de gens qui ont lâché prise puis que ça n'a pas marché. Oui, c'est ça, OK. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'eux, on n'en parle pas. Parce que c'est pas... Parce que, si on veut... ouvrir là-dessus, le deuil de la parentalité, c'est un deuil très compliqué, très difficile. Il faut beaucoup de courage pour affronter ce deuil-là. Puis, on ne parle pas non plus. Non. Donc, j'en ai vu des patients qui ont lâché prise dans le sens où ils ont fait leur deuil, et puis c'est pas plus arrivé. Donc, j'ai pas de statistiques à vous proposer. Mais il y a des recherches qui prouvent que le stress n'est pas nécessairement un facteur. En fait, c'est ça, parce qu'en clinique de fertilité, qui n'est pas stressé? Ben c'est ça. C'est ça. Mais j'avais entendu justement c'était à Radio-Canada, il y avait c'était Catherine Péloquin, puis la directrice pas de l'ordre de gynécologue. Oui. Je m'excuse pour l'ordre. Je sais que c'est pas ordre, là, c'est société ou association. Bref, puis ce qu'il disait, c'est justement, il y a des femmes dans des pays sous-développés en guerre avec des environnements stressants. Médiocres, oui. Oui, mais il y a plein d'histoires de
de grossesse dans des contextes terribles et souffrants. Ouais. Et ça fonctionne. Alors, on ne peut pas, je crois, supposer que il y a un lien direct dans le sens où... stress égal infertilité. si on pousse même la réflexion, alors si je décide de ne pas tomber enceinte, je ne tomberai pas enceinte. Dans un contexte où, mettons, je ne sais pas, un couple jeune qui ne prend pas de contraception pourrait dire, ben non, on ne veut pas. Ça ne marchera pas, on ne veut pas. Tu sais, si on fait en tout cas... Donc, c'est compliqué, il faut le voir comme multifactoriel. Bien souvent, il y a des problèmes de fertilité qui sont identifiés. Et puis, tu sais, la question de la santé mentale, c'est surtout comment prendre soin de sa santé mentale pour améliorer la qualité de vie, puis traverser la tempête, pour reprendre le titre du livre de Véronique Leduc, qui est un très bon livre. Sur l'infertilité, c'est surtout ça. Alors, si ça améliore les chances de conception, tant mieux, mais est-ce qu'on l'a prouvé jusqu'à présent? Pas à ma connaissance. Marie-Alexia Allard, psychologue et cofondatrice de la clinique Ensemble, merci beaucoup. On se retrouve dans la partie 2 de notre discussion. On va parler notamment de, justement, santé mentale et deuil de la parentalité. Donc, on poursuit la conversation dans la partie numéro 2. Merci beaucoup. Avec plaisir.